Bonjour à toutes ou rebonjour à toutes et à tous. Alexandre Mansour, je suis anesthésiste réanimateur en chaire cardio-thoracique à Rennes. J'ai toujours des liens d'intérêt, mais qui n'impactent pas cette présentation directement. Bon, heureusement, ça, maintenant, on le voit plus, hein, normalement, ou de façon très rare. L'utilisation un peu libérale et prophylactique est guidée par le chirurgien de l'administration du PFC. Maintenant, ce que je vous montrais tout à l'heure, ce que vous a montré Bertrand Rozek à l'instant, on est censé traiter que les patients qui saignent en post-CEC, soit au bloc sternum ouvert. Et là, il y a des choses intéressantes, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, c'est comment on peut utiliser des scores visuels de saignement qui commencent à être bien validés, et notamment le score VIB, pour se mettre tous d'accord, je veux dire, de chaque côté du champ opératoire, sur ce qu'est un saignement important ou non. Et puis après, en sternum fermé, et puis vous utilisez un algorithme, celui que vous voulez, parce que c'est la recommandation, il faut utiliser des algorithmes, puis vous arrivez d'une façon ou d'une autre à une case un jour de déficit en facteurs. Et là, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez quand même qu'il se passe quelque chose, parce que quand on regarde les données rennaises, entre 2014 et 2023, on a quand même clairement changé notre pratique. Il y a de la réduction, mais sans augmentation de l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques, mais il y a aussi l'utilisation des complexes prothrombiniques. On va d'abord parler un petit peu de plasma. Déjà, j'ai mis les plasmas au pluriel parce que y a différentes façons de traiter le plasma, qui soit produit sanguin labile ou médicament, l'Octaplast LG, des médicaments, des produits sanguins labiles qui sont traités et viraux inactivés par différentes techniques qui peuvent avoir un impact. Actuellement, globalement, en France, on a ici majoritairement maintenant du plasma frais congelé de quarantaine. Quand on regarde ce qu'il y a dans le plasma par rapport au range habituel, vous voyez qu'il y a des petites différences entre la façon dont on traite les différents plasmas frais congelés, mais globalement, il faut retenir qu'il y a autour de 80% des facteurs circulants et 2 grammes par litre de fibrinogène. La question qu'on va se poser maintenant, c'est: on fait des plasmas frais congelés pour apporter des facteurs de coagulation dans l'objectif de corriger ou améliorer l'hémostase. Est-ce que, sans faire d'échange plasmatique, c'est-à-dire sans remplacer l'intégralité du sang du plasma du patient par du plasma frais congelé, est-ce qu'il est possible d'éviter un déficit en facteurs associé à la transfusion de CGR, de corriger partiellement ou complètement un déficit en facteurs? La première question, c'est: est-ce qu'on peut éviter la coagulopathie de dilution en transfusant du plasma? Quand vous regardez cette étude in vitro publiée dans le BJA en 2010, les auteurs avaient évalué la génération de thrombine par un test de génération de thrombine en diluant le plasma soit avec du sérum physiologique de façon plus ou moins importante, soit avec du plasma. Et vous voyez ici de façon assez schématique que quand on dilue le plasma avec du sérum physiologique, on diminue la génération de thrombine. Quand on dilue le plasma du patient avec du plasma de donneur, du plasma frais congelé, on maintient la génération de thrombine. C'est sur ce rationnel-là que l'on dit que l'on va transfuser à haut ratio dans l'hémorragie massive. Et quand on voit ces simulations de transfusion CGR, PFC, donc c'est une simulation de saignement avec des modélisations de la réponse en termes de facteurs de coagulation, de concentration des facteurs, selon qu'on utilise une stratégie à haut ratio, CGR, PFC 1 pour 1, ou une stratégie à moins haut ratio, c'est-à-dire 3 CGR pour 1 PFC. Vous voyez que dans la situation de haut ratio, avec un saignement plus ou moins important, on arrive à maintenir la concentration des facteurs de coagulation. Dans ces simulations, quand on utilise un ratio plus faible, on n'arrive pas à maintenir la concentration, on a une coagulopathie de dilution qui apparaît. Donc, on se dit que d'un point de vue, je dirais, physiopathologique, éviter un déficit en facteurs associé à la transfusion massive de globules rouges, c'est faisable avec du plasma. Maintenant, est-ce qu'on peut corriger? On va le voir tout de suite après. Cette application-là de transfuser du plasma pour éviter la coagulopathie de dilution, elle s'applique pour l'hémorragie massive avec toutes les limites de la définition de l'hémorragie massive, et elle est soutenue par des études uniquement dans le trauma et l'hémorragie massive, avec des résultats qui sont variables, pas toujours positifs, mais c'est uniquement sur ces résultats-là que l'on base la pratique sur l'hémorragie massive hors trauma, puisque finalement, quand on regarde, en dehors du trauma, il y a le niveau de preuve sur l'hémorragie massive et les hauts ratios est quasiment inexistant. Donc on le fait, mais ce n'est pas soutenu par de la littérature. Et les recommandations ESAIC que je vous ai remis ici nous redisent qu'à la phase aiguë d'un saignement massif non contrôlé périopératoire
à l'instar de ce qu'on fait avec l'hémorragie du traumatisé, on transfuse à haut ratio, mais que dès qu'on peut, on switch avec une stratégie goal-directed, c'est-à-dire que vous testez et vous remplacez les facteurs qui manquent globalement. Maintenant, est-ce qu'il est possible de corriger les déficits avec du plasma? Là, on va essayer de se mettre dans une situation où on a un patient qui a un déficit en facteurs, par exemple le fibrinogène, et on veut le ramener à son seuil normal, imaginons 2 grammes par litre, qui est la valeur normale. Pour pouvoir ramener un patient à 2 grammes par litre de fibrinogène avec du plasma, il va falloir lui remplacer intégralement son plasma par du plasma frais congelé, puisque je vous ai montré qu'il y avait 2 grammes par litre dedans. Et donc c'est une situation impossible, on ne peut jamais avoir du pastis non dilué à partir de pastis plus ou moins dilués. Par contre, et ça c'est bien montré par des modélisations, comme vous voyez ici sur le fibrinogène, si vous voulez obtenir 2 grammes de fibrinogène en partant d'un patient qui est déficitaire, c'est de la simulation. Si vous le faites avec des concentrés de fibrinogène en rose, c'est facilement faisable. Avec des cryoprécipités, c'est faisable, moyennant pas mal de cryoprécipités. Avec du plasma, ce n'est pas faisable. Vous allez forcément arriver à une asymptote et un dosage infini de PFC. Par contre, on pourrait imaginer, ça va être le topo de Anne, qui est des seuils hémostatiques un peu plus bas, qui sont mal définis malheureusement pour l'ensemble des facteurs. Et là, on pourrait imaginer que moyennant des quantités importantes de PFC, on arrive à obtenir par exemple 1,5 g de fibrinogène. Et dans cette simulation, ça nécessitait pour un adulte de 70 kg 10 unités de PFC, ce qui, vous le reconnaîtrez, est important. La raison pour laquelle aussi il faut beaucoup de PFC pour pouvoir corriger les déficits en facteurs, surtout quand on les monitore avec des tests d'hémostase, c'est que les tests d'hémostase conventionnels, par exemple l'INR, ils sont très sensibles aux déficits combinés. Si vous voyez ici à gauche, on a pris, c'est des tests in vitro, on a pris un plasma qu'on a déplété à chaque fois, chaque ligne, c'est en un seul facteur de coagulation. Si vous faites ça, par exemple, vous déplétez le plasma en, facteur 10, il faut descendre largement sous 10% pour commencer à avoir une augmentation significative de l'INR. C'est ce qu'on va observer dans des déficits constitutionnels en facteur de coagulation. Si maintenant, de cette partie-là de l'écran, vous faites une dilution en l'ensemble des facteurs vitamine K dépendants d'un patient, ce qu'on peut être dans une situation avec les AVK, ce qui peut être la situation également d'une coagulopathie de dilution, et bien là, dès 50% de déficit en facteur de coagulation, vous allez avoir une augmentation de l'INR, et c'est des situations qu'on va avoir en périopératoire de chirurgie cardiaque, parce que les patients sont dilués, et ça peut modifier, et c'est pour ça que ces tests-là, c'est une des raisons pour laquelle ces tests-là n'ont pas de valeur prédictive du saignement en post-opératoire. Et puis, par ailleurs, vous voyez ici, quand on regarde ces séries de patients sous AVK, mais c'est encore une fois des situations de déficit sur l'ensemble des facteurs de coagulation ou quasiment, vous voyez qu'il est beaucoup plus facile de faire passer un patient de 6 à 4 d'INR que de le faire passer de 2 à 1,5 en rapport avec la sensibilité de nos tests. Ce qui va vous expliquer pourquoi et les simulations et les séries observationnelles montrent que pour obtenir une correction des tests d'hémostase, notamment de l'INR, avec du PFC, il faut des volumes extrêmement important. Dans ces simulations-là, par exemple, si vous voulez faire passer un patient de 2 d'INR à 1,5 d'INR cible pour pouvoir l'opérer ou pour diminuer le saignement qui est en cours, vous voyez qu'il vous faudra apporter pas moins de 20 ml/kg de PFC, ce qui fait des volumes importants. Et ça, c'est montré par des séries observationnelles. Dans ce papier publié en 2004 dans le BJH, c'est le laboratoire qui avait proposé à ses cliniciens de dire écoutez, peut-être sur 2 périodes, quand vous commandez du PFC, d'abord commandez-le normalement, puis après vous ferez des posologies plus élevées. Et donc ils ont fait un travail observationnel, une étude interventionnelle un peu déguisée. Mais vous voyez que dans cette première période, pour des volumes de PFC de 12 ml/kg, ce qui est déjà pas mal, on n'a aucun incrément significatif des facteurs de coagulation mesurés pré-post transfusion de PFC, et il faut atteindre dans cette série 34 ml/kg en moyenne de transfusion de PFC pour obtenir un incrément significatif. Donc quand on regarde ces données-là, on se dit qu'il est impossible de corriger complètement un déficit en facteur avec du plasma, et qu'il est probablement faisable de corriger partiellement un déficit en facteur sous réserve de posologie élevée et de connaître des seuils hémostatiques, ce qu'on n'a pas souvent. La traduction de ça, c'est que quand on regarde la littérature et le bénéfice du PFC en dehors du trauma, en dehors de l'hémorragie massive, il n'y en a pas. Ça a été testé. Il n'y a aucune étude quasiment qui donne un résultat significatif. Et on n'a presque pas de données pour dire que transfuser du plasma chez un patient qui saigne, ça fait quelque chose en dehors du patient traumatisé ou en hémorragie massive. Et d'ailleurs, ces données-là, finalement, elles ne sont pas surprenantes quand on regarde la littérature sur les AVK, parce que ça ne vous viendrait plus à l'esprit de faire des PFC pour réverser les AVK.
pour autant la physiopathologie est la même, hein, ça saigne ou c'est un risque de saignement avec un déficit en tous les facteurs de coagulation, ou la majorité, et on a pour ça des études randomisées qui ont évalué les concentrés de complexes prothrombiniques au PFC, les concentrés de complexes prothrombiniques faisant mieux sur l'efficacité hémostatique, mieux sur la correction de l'INR, et les PFC faisant mieux sur la surcharge volémique, enfin apportant plus de surcharge volémique que les concentrés de complexes prothrombiniques. Et ce sont des résultats que l'on retrouve également dans une étude randomisée contrôlée dans l'hémorragie intracrânienne sous AVK, où les patients étaient randomisés entre 20 ml kg, donc des vraies posologies de PFC et des concentrés de complexes prothrombiniques, arrêtés prématurément pour des questions de sécurité. Et vous voyez que dans cette étude qui finalement a un effectif d'étude pilote, l'obtention de l'INR cible inférieure à 1,2 était bien plus souvent obtenue dans le groupe concentré de complexes prothrombiniques que dans le groupe plasma, où c'était quasiment inefficace à tous les coups, malgré 20 ml kg de PFC. Et c'est ce que nous reprend la méta-analyse Cochrane, en disant qu'en chirurgie cardiovasculaire, il n'y a aucune évidence pour soutenir une transfusion prophylactique de PFC, et on ne peut pas conclure sur l'efficacité chez le patient qui saigne avec une coagulopathie. Et c'est ce que nous disent les recommandations également ESAIC, c'est-à-dire qu'en dehors, pour la réversion des AVK, il n'y a pas de place de la transfusion de plasma. Ils recommandent contre la transfusion de plasma. Et qu'en dehors, c'est difficile d'utiliser la transfusion de plasma pour corriger des déficits, et notamment, c'est très probablement insuffisant, ils le disent, pour l'hypofibrinogénémie, et si c'est pour l'hypofibrinogénémie, c'est pour l'ensemble des facteurs. Alors, quelle est l'alternative que l'on a ? Je vous l'ai dit un petit peu, c'est les concentrés de complexes prothrombiniques. Qu'est-ce qu'on a comme concentrés de complexes prothrombiniques ? On a des concentrés à 4 facteurs, c'est-à-dire facteurs 2, 9, 10 et 7, avec des quantités variables selon les CCP de protéines C, de protéines S et d'antithrombine. On avait en chirurgie cardiaque jusque-là uniquement des études pilotes, des petits essais pilotes qui évaluaient les concentrés de complexes prothrombiniques au plasma frais congelé, avec des posologies qui n'étaient pas énormes mais qui étaient suffisantes pour commencer à observer un effet de la transfusion de PFC sur les facteurs. Globalement, ces études, que ce soit les petites études randomisées pilotes ou les études observationnelles sur le sujet, montraient une tendance à l'amélioration de l'exposition à la transfusion allogénique en globules rouges en périopératoire, sans signal fort pour une augmentation du risque thrombotique. Ces petites études pilotes, elles avaient permis aux recommandations ESAIC de recommander devant les plasmas frais congelés l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques à faible posologie, 10 à 15 unités kilo, en chirurgie cardiaque et en transplantation hépatique, avec un niveau de preuve qui était relativement faible. Entre-temps, on a eu un peu déchanté dans le trauma avec les résultats de l'étude ProCoag, qui est une étude qui randomisait des patients avec un traumatisme sévère à risque de transfusion massive à une stratégie standard associant de la transfusion de plasma frais congelé, randomisée en plus entre des concentrés de complexes prothrombiniques à 4 facteurs et du placebo. Pas de bénéfice sur le saignement, la consommation des produits allogéniques et un signal vers une augmentation des complications thrombotiques. Et donc ça avait pas mal refroidi, jusqu'à la publication toute récente de l'étude FARES-2, donc qui est la suite de l'étude pilote FARES, étude nord-américaine, publiée dans le JAMA par Karkouti, entre autres. Dans cette étude, ils ont randomisé des patients avec un saignement intraopératoire pour lequel le clinicien commandait soit du PFC, soit des concentrés de complexes prothrombiniques. À ce stade-là, il y avait des critères d'exclusion, et à partir du moment où le clinicien avait commandé un de ces produits, le patient était randomisé soit sur une stratégie première, c'est-à-dire première ligne et deuxième ligne de traitement basé sur des concentrés de complexes prothrombiniques. Vous voyez qu'ils n'avaient pas choisi une dose poids, ils avaient choisi des doses fixes avec un cut-off de poids. On va revoir ensemble à quoi ça correspond après. Ou alors une stratégie basée sur les plasmas frais congelés, pareil avec une stratégie 3 ou 4 unités. Si le saignement continuait dans cette étude, eh bien, la troisième ligne était le traitement de référence, c'est-à-dire le plasma frais congelé. Vous voyez qu'ils ont randomisé, ils ont screené et randomisé pas mal de patients, et à la phase de randomisation, il y a eu pour le coup beaucoup d'exclus, notamment parce que les patients ne pouvaient plus recevoir le traitement, n'avaient plus le bénéfice, n'avaient plus de saignement.
en sachant que le saignement en péropératoire, post-protamine, était évalué par le score Vaibi dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que dans cette étude, c'était des patients qui étaient plutôt des patients de chirurgie complexe, assez lourde, avec des durées de CEC plutôt longues, des posologies d'héparine élevées. Eh bien, dans cette étude, l'utilisation des concentrés de complexe prothrombinique à 20 unités kilo en moyenne, 23 versus 12 millilitres kilo pour le PFC, était associée à une amélioration significative de la réponse hémostatique, qui était un critère composite qui ressemblait au critère composite un petit peu des items de l'UDPB, avec, vous voyez, plusieurs items qui sont améliorés, notamment sur l'utilisation d'une deuxième ligne de traitement et l'utilisation de la transfusion plaquettaire. Quand on regarde les outcomes secondaires d'efficacité, ça diminue le saignement massif, ça diminue le saignement mesuré dans les drains à 12 heures et à 24 heures, et ça améliore significativement l'INR. Vous voyez que les différences sont moins importantes que ce qu'on a pu avoir dans les études sur les AVK, etc., parce qu'on a d'autres facteurs qui confondent ces modifications d'INR périopératoires. En ce qui concerne les événements thromboemboliques, l'étude n'avait pas la puissance nécessaire pour conclure, mais néanmoins, on ne voyait pas de signal en faveur d'une augmentation des complications thromboemboliques dans le groupe PCC. Et en revanche, ce qu'on peut attendre d'un groupe qui saigne plus et qui a plus de saignement massif, c'est une augmentation des complications périopératoires. Et effectivement, il y avait une augmentation significative de l'acute kidney injury, de l'insuffisance rénale aiguë dans le groupe PFC. En conclusion, est-ce qu'il reste pour nous une place dans la transfusion de plasma ? Dans la transfusion massive à haut ratio, oui, pour éviter une majoration de la coagulopathie, par extension des données que l'on a sur le trauma. Pour corriger complètement un déficit en facteur, c'est impossible, et puis pas d'administration prophylactique. En revanche, il reste une place éventuellement pour la correction partielle de déficit si le patient a besoin de très gros volumes, que vous êtes certain de pouvoir lui passer 20-25 millilitres kilo, mais attention, parce qu'on prend plus de risques de complications périopératoires, de complications immunologiques, de tralie et de surcharge volémique. Avec les données, je pense, de Fares, on peut maintenant raisonnablement se dire qu'on peut passer des concentrés de complexe prothrombique. Dans Fares, vous voyez que les posologies étaient élevées quand même de concentrés de complexe prothrombique. Je pense qu'il peut être raisonnable de faire une stratégie séquentielle en disant on fait demi-dose, on contrôle, on voit si le saignement avance, ce qui permet et de contrôler le saignement et d'éviter de majorer un éventuel risque thromboembolique. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Avant de répondre aux questions, je voulais refaire un petit peu de pub pour le DIU francophone d'hémostase et de thrombose. Vous avez la chance d'avoir une oratrice et une modératrice qui est en même temps la coordonnatrice du module périopératoire. Il ne faut pas hésiter à solliciter. Les places sont chères pour le DIU, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions ? En attendant, moi j'en ai une. Supposons que je vienne à l'Arkotova, que je découvre cette étude et que je me dise, tiens, depuis que Diane Zlotnik chez nous a mis les algorithmes avec le Cantra, on a déjà pas mal effondré notre consommation de plasma, mais j'aimerais bien utiliser des concentrés de complexe prothrombinique. Si j'avais écouté un peu vite, je pourrais rentrer à la maison et me dire, à chaque fois que j'ai un patient qui saigne en sortie de CEC, je mets des concentrés de complexe prothrombinique. Pour autant, dans l'article et dans ta présentation, il apparaît que ça ne vaut que pour les patients pour lesquels on a objectivé un déficit en facteur. Oui. C'est la condition d'inclusion. Oui. Il faut avoir objectivé un déficit en facteur. Comment je fais pour objectiver un déficit en facteur dans ma pratique quotidienne ? Je te remercie d'avoir... pour la question et m'avoir dit si poliment que j'avais oublié de dire ce critère un majeur de l'étude. C'est toujours dur quand il y a Anne Gaudier qui m'adhère parce qu'elle est toujours meilleure que vous. Et donc effectivement, il fallait avoir en plus sur ce critère-là le déficit en facteur qui était mesuré dans l'étude-là par, me semble-t-il, mais j'ai un petit doute, uniquement des tests d'hémostase conventionnels. Je ne crois pas que les isométriques, mais c'est à vérifier, j'ai un petit doute. La difficulté qu'on a là pour répondre à ta question, c'est ce que disait Bertrand Rozek à l'instant, c'est le fait qu'on ne puisse pas superposer et que les seuils ne soient pas validés. Déjà, ils ne sont pas validés, premièrement, de déficit. Quand est-ce qu'on considère qu'il y a un déficit ? Là, on peut utiliser les seuils qui sont utilisés dans ces études, mais néanmoins, ils n'ont pas de démonstration réelle dans cette configuration-là. Et encore une fois, la précision que l'on va avoir
sur un même test, et a fortiori avec les tests viscoélastométriques, pose problème parce qu'on ne peut pas les comparer entre eux. Et donc il faudrait faire une étude à chaque fois pour chaque test viscoélastométrique, pour chaque test utilisé, pour chaque réactif utilisé pour le TP, le TCA, etc. Donc c'est vraiment c'est extrêmement complexe. C'est clair que ça va conduire à de la variabilité de pratique, et les seuils qu'on utilise, on vous montre, je veux dire, vous montre les algorithmes que l'on utilise, et clairement c'est une mauvaise pratique puisque on n'a pas validé les seuils qu'on vous propose. On utilise les seuils qui sont les seuils donnés par le constructeur, qui ne sont pas forcément validés en chirurgie cardiaque, et c'est pas de la bonne pratique. C'est une limite, c'est une vraie limite. Nous, en pratique, ce qu'on va faire chez ces patients-là à Rennes, c'est selon la sensibilité du clinicien, maintenant de plus en plus les tests viscoélastométriques chez nous, si ça saigne, un test viscoélastométrique, et on utilise le seuil qu'on a décidé dans notre centre, mais qui peut ne pas être le même ailleurs, et peut-être qui, à l'avenir, pourrait être modifié. Justement, on voit qu'on arrive à réduire petit à petit nos consommations de PSL et de médicaments dérivés du sang, et peut-être qu'on peut continuer de baisser. Ce que disait Diane tout à l'heure, est-ce que les seuils ils sont fixes? Vu qu'ils ne sont pas validés, ils ne sont pas fixes, et pourquoi pas dans un centre, après avoir fait 6 mois avec un seuil pour mettre tout le monde en sécurité, de dire petit à petit on le diminue. De toute façon, on ne se rend pas compte parce que ça reste rouge ou vert sur le contrat, et voir si évaluer nos pratiques, quoi. Et je pense que c'est un point majeur, parce que dans l'étude, c'est un INR supérieur à 1,5. Donc l'INR, dans notre pratique du post-CEC, il n'a pas sa place. En France, on utilise l'INR que pour les AVK. Donc on ne va pas le transposer comme ça, comme tu le dis. Mais je pense que chacun d'entre nous, s'il décide d'utiliser une partie des résultats de cette étude, doit, dans son algorithme, ajouter un seuil. Donc si on veut utiliser les hémocrons et l'option INR, c'est une possibilité pour être au plus près de l'étude. Si on veut trouver des seuils personnalisé, parce que pas validé, comme tu le dis, sur la viscoélastométrie, c'est une possibilité. Mais je crois que le pire qui puisse nous arriver, c'est de rentrer à la maison et de dire maintenant, en post-CEC, un malade qui saigne prend des concentrés de complexe proton-minique. Parce qu'il va y avoir une explosion de la consommation. Bon, on pourrait dire c'est de l'économie, mais c'est tout. Mais tu l'as aussi montré, d'autres papiers dans d'autres situations rapportent bien, plutôt démontrent, puisque Pierre Bouzas démontre, que l'utilisation de concentrés de complexe proton-minique, quand ça n'est pas une nécessité, induit des événements thrombotiques. Donc, on va exploser le budget et on va faire thromboser les patients. Donc, absolument, pour utiliser les concentrés de complexe proton-minique, il faut choisir un paramètre et lui coller un seuil associé à ça, et après réfléchir à comment collectivement on peut essayer de valider ces seuils. Est-ce que là, au-delà du seuil, on ne peut pas aussi se dire, si on doit choisir, parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse forcément prophylactique tous, est-ce qu'on peut dire avec cette étude, je peux choisir quand même plutôt si je veux transfuser, je vais plutôt choisir des CCP, au-delà de la question de la prophylaxie ou du traitement du saignement, mais mettons je traite un saignement, est-ce que tu penses qu'avec Phares 2, est-ce que Alexandre, si tu penses qu'avec Phares 2, on peut se dire, je vais plutôt choisir des CCP? Moi, j'ai trouvé Alexandre hyper convaincant, comme toujours. C'est un essai randomisé, multicentrique, avec une donnée robuste. Vous allez voir que finalement, à la fois sur la viscoélastométrie, on n'a presque rien comme essai randomisé qui a un résultat positif. Sur le fibrinogène, c'est n'importe quoi. Et finalement, on a ici un papier d'un point de vue méthodologique assez propre, mais qui, là aussi, sur le warning, Alexandre l'a très bien dit, les posologies utilisées sont des posologies bien supérieures à ce que ceux qui utilisent aujourd'hui des concentrés complexes proton-miniques utilisent. On n'est pas à 10-15 unités kilo, dès qu'on fait plus que 60 kg, c'est 20 unités kilo. C'est une vraie posologie, et peut-être aussi que l'explication du fait que ce soit positif à la fin dans les résultats, c'est parce qu'on a utilisé une vraie posologie. C'est pour ça qu'il faut restreindre et essayer de calquer au plus près de la population et de la méthode utilisée. Alors, il y a plein de questions là. Oui, j'ai une question. Marc-Antoine Métour, merci pour vos topos, c'est absolument fabuleux. On a quand même un souci, c'est qu'en préopératoire, on a quand même des patients qui ont des TP relativement bas, ça c'est pas très gênant, mais des facteurs 5 qui sont de temps en temps à 10% avant de commencer une intervention chirurgicale. Comment vous faites? Je pensais à une réflexion d'Adrien tout de suite avant que je me lève pour le topo. On ferait mieux de ne pas monitorer, comme ça on ne voit pas. Mais effectivement, je ne sais pas comment répondre à cette question-là, parce que c'est sur un facteur. Déjà, ça doit être des conditions quand même très particulières pour avoir ce genre de situation-là. C'est des situations qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et
Et quand on n'a pas un déficit sur l'ensemble des facteurs de coagulation et que ce n'est pas associé à un phénotype hémorragique, une diathèse hémorragique clinique, c'est très très difficile de faire de la prédiction sur le risque hémorragique. Mais ça vaut pour l'ensemble des paramètres d'hémostase qu'on mesure. C'est sûr que quand on voit un déficit sévère en fibrinogène, des plaquettes extrêmement basses, on a tendance à se dire que ça va être associé forcément à un surrisque de saignement. Je n'ai pas la réponse pour ce facteur-là, mais on voit que petit à petit, en se disant, en repoussant petit à petit les limites qu'on se fixait, qu'on arrive à sortir des patients des fois avec largement moins que 50 giga par litre de plaquettes après des chirurgies majeures et qui ne saignent pas du tout. Et puis finalement, l'équipe globalement et les chirurgiens et les anesthésistes se rassurent là-dessus. Je pense que c'est plutôt un warning à avoir et de surveiller attentivement ces patients-là et de les monitorer et de leur sauter dessus rapidement plus que de traiter prophylactiquement, quoi. Alors, il y a d'autres questions là à gauche. Vous prenez le micro là parce que pour l'enregistrement, c'est mieux. Et merci pour le topo. Ce qu'on n'a pas non plus dans l'étude, c'est qu'on ne sait pas trop à quel moment ils font les facteurs par rapport à l'administration du fibrinogène. Il n'y a pas trop de mémoire, c'était pas très bien. Il n'y avait pas un algorithme très précis sur est-ce qu'on fait du fibrinogène avant ou pas. Et parce que nous, on remarque que quand on fait un ROTEM avec un déficit en fibrinogène et parfois ce qui pourrait nous orienter comme un déficit en facteur de la coagulation. Parfois, le fait d'administrer du fibrinogène, quand on refait un ROTEM de contrôle ensuite, finalement, tout est corrigé. On a un peu l'impression que notre ROTEM, avec une hypofibrinogénémie, l'ensemble des paramètres en dehors du FibTEM n'est plus interprétable tant qu'on n'a pas corrigé le fibrinogène. Donc, dans l'étude, on a un peu l'impression qu'il faut faire des CCP d'emblée, alors que finalement, on a plus envie de faire d'abord du fibrinogène, recontrôler et voir si l'anomalie s'est corrigée, quoi. Merci pour la question. Effectivement, Bertrand Ozek, vous avez montré quelques algorithmes qui sont publiés. Sur beaucoup d'algorithmes, par exemple celui de l'étude de Carcotti dont on parle beaucoup, l'ensemble des options thérapeutiques sont mises souvent sur une même ligne. Quand on a, nous, fait notre protocole de façon très pragmatique à Rennes, on a choisi de le faire de façon séquentielle en respectant ça, en mettant le fibrinogène d'abord, avec des seuils qui sont tout à fait discutables. Mais la raison, c'est qu'on observait souvent ça. En tout cas, on l'a mis initialement devant les plaquettes, ça c'est sûr, puisque sur les tests viscoélastométriques, il est difficile de séparer l'effet uniquement des plaquettes et que les chiffres que les tests viscoélastométriques nous rendent pour les plaquettes sont toujours pollués quand même par l'hypofibrinogénémie, et ça a bien été montré, notamment par une étude de Bichat. Voilà, ça c'est un choix arbitraire qu'on a fait, mais de façon pratique, on se retrouve très fréquemment dans des situations où on a une petite hypofibrinogénémie, on a un déficit en plaquettes, et c'est souvent le fibrinogène qu'on corrige d'abord. On fait très peu de plaquettes, on est sur la dernière année, on est à, je crois, 4,6% de transfusion plaquettaire. Voilà, donc on en fait de moins en moins, et les situations de saignement qui ne passent pas après du fibrinogène associés à un déficit en facteur de coagulation, ils sont extrêmement rares en fait. Finalement, j'ai l'impression qu'on est souvent plus dans la situation à haut ratio, pas dans notre pratique, en tout cas à Rennes. Quand ça saigne massivement, tu veux dire, ouais. Facteur de coagulopathie, et c'est plutôt dans une situation où on va transfuser à haut ratio. La dissection. Avec toujours la question, on doit faire du volume, et donc on va se retrouver à faire des PFC en peut-être pas 1 pour 1, mais quasiment. Mais c'est vrai que, ouais. Je ne sais pas si c'est votre expérience. Il y avait d'autres questions, il me semblait, dans le... Moi, j'avais une dernière question. Nous, dans notre protocole, donc, je ne sais pas ce que vous nous conseilleriez, mais quand on a on utilise le ROTEM, quand on a un CT élevé ou une héparinase supérieure à 240, actuellement, on faisait plutôt des PFC. Est-ce que ça paraîtrait logique maintenant de faire plutôt des concentrés pro-thrombiniques? Et l'autre question, c'est au vu de l'augmentation du risque de thrombose, je crois qu'il y a des recommandations peut-être américaines où ils disent de ne pas le faire quand il y a des ECMO. Est-ce que vous le faites quand même quand il y a des ECMO, des LVAD, enfin du matériel comme ça d'assistance? Ouais, merci pour la question. Déjà, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation, comme dit Nicolas, où ça saigne un peu ou massivement, la dissection, etc., où on a 1,5 litre de RSPO à retransfuser, et où ça, c'est un peu un équivalent de transfusion massive finalement de CGR.
Et volontiers, on met quelques plasmas dans ces situations-là de temps en temps pour se dire, je ne vais pas apporter plus de coagulopathie de dilution, mais ça ne me permettra pas de corriger s'il y a déjà un déficit important déjà présent. Et donc, ça nous arrive de faire les deux, de faire 10-15 unités de concentré complexe prothrombinique et des PFC associés. Mais en tout cas, à mon sens, c'est ce qu'on disait tout de suite avec les résultats de FIMRES, de FARES, s'il y a un déficit mesuré avec votre algorithme et le test que vous utilisez et qu'il y a un saignement actif, c'est, je pense, préférable d'utiliser les concentrés de complexe prothrombinique. Et par rapport aux ECMO, on a une utilisation qui est faite. Moi, effectivement, il y a très peu de données, donc le risque thrombotique, il est effectivement plus que théorique, hein, parce que dans certaines situations très inflammatoires, à très haut risque aussi thromboembolique comme le trauma, eh bien, il y a une augmentation du risque. Sur l'ECMO, cette augmentation, elle n'a pas été montrée. Quand on l'utilise, on le fait de la même façon, des petites doses. 10 à 15 unités kilo, on évite de faire des fortes posologies en dehors de la réversion des anticoagulants. Voilà. Et on est d'accord, Alexandre, que quand tu passes en catastrophe en chirurgie cardiaque parce que les rythmologues ont produit un choc hémorragique, là, les résultats de ce papier ne s'appliquent pas directement. Tu pars sur un choc hémorragique avec de la grande hypovolémie, tu transfuses à ratio élevé. Voilà, c'est ça. Il faut bien avoir... le message, c'est pas on arrête de faire du plasma, c'est quand on est dans une situation d'hémorragie massive, par extension des données du trauma, on reste dans une stratégie à haut ratio, et dès qu'on peut, dès que le saignement diminue, on passe sur une stratégie goal-directed. Voilà. Et a fortiori, si c'est les rythmologues, il faut penser aussi à bien aller sur le site de gihp.org pour voir les recommandations de comment on fait pour les AOD. Moi, j'avais une petite question concernant votre approche des malades qui arrivent au bloc chargés en anti-agrégants, qui font des blocs directs, sous-briliques et compagnie. Quelle est votre stratégie ? C'est la session d'après. Pas des concentrés de complexe prothrombinique. On sort un tout petit peu du cadre, et rapidement, parce qu'après, je pense qu'il faut que je laisse la parole. Donc, ces stratégies-là, je vais faire encore le prosélyte, mais il y a 2 belles propositions et recommandations, notamment du GIHP, que vous pouvez retrouver sur la gestion de ces anti-agrégants. On explique la différence entre certaines molécules anti-P2Y12. Effectivement, si c'est du brilique, par exemple, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée avec la transfusion plaquettaire qui ne va pas être efficace, malheureusement, avec une RCP du médicament qui conseille de faire du facteur 7 recombiné activé, mais avec peu de preuves. Il faut attendre, à mon sens, parce qu'il n'y a pas une corrélation directe, une correspondance directe entre l'inhibition et le phénotype clinique. Donc, à mon sens, c'est des patients, vous les voyez, vous regardez attentivement au post-protamine, 10 minutes, réchauffé, avec un pH normal, un calcium normal. Vous voyez s'il saigne. S'il ne saigne pas, surtout, on ne fait rien. Et puis, s'il saigne, effectivement, la recommandation, c'est peut-être d'utiliser des petites quantités de NO7. Voilà. Après, il y a toutes les discussions sur l'absorption per CEC, mais on sort du topo.